contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Vendredi 14 mars 2025, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Je reçois, comme d'habitude, Mas Gaspard Adjamossi et Achille Wusso pour vous. Mas Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous allons démarrer notre émission, comme d'habitude, avec la première rubrique. Faouzia Sefou nous propose aujourd'hui, comme d'habitude, chaque vendredi dans la rue aux Pines, comme sujet, la vie de la mère doit-il compter dans le choix du ou de la partenaire? Gaspard Adjamossi. Avis, oui. Avis, mais j'estime que l'avis ne peut qu'être consultatif, hein, c'est ce que je pense. Avis doit compter. Oui, parce que avis et conseil, mais ça ne doit pas, à mon avis, être déterminant en tant que tel. Parce que vous savez, on parle de la mère, hein, ce n'est pas forcément d'une génération précise dont on parle, mais quand vous rentrez dans ces considérations-là, parfois nos mamans sont subjectives, hein. Elle te dira, non, telle famille, c'est pas trop bon, ou elle te dira, non, il est de telle région, c'est pas aussi trop bon, elle est de telle région, c'est pas aussi trop bon. Et parfois, les raisons ne sont pas des raisons objectives. C'est peut-être par rapport à l'histoire ou par rapport à un incident ou un précédent avec des familles dans lesquelles qu'elle te le dira. Hormis ça, je pense que de façon logique, ton ou ta partenaire, tu dois pouvoir le présenter ou la présenter à ta maman et observer un peu comment est-ce qu'elle va prendre ça. Parce que vous savez, hormis ce que j'ai dit, les femmes aussi ont un peu de l'intuition. L'intuition, je vais dire. Donc, quand elle regarde, elle te dit, elle a des doutes. Parfois, ça s'avère comme une réalité. Donc, oui, ça peut compter comme un avis parmi tant d'autres, mais ça ne doit pas être, à mon avis, ce qui va déterminer ta relation avec le ou la partenaire en question. Achille Wusso. Bon. J'ai suivi avec attention l'analyse de Gaspard, mais je voudrais dire que, oui, contrairement à lui, moi je pense que le mariage étant un projet de vie, ou pratiquement un projet à vie, qu'il est important donc de consulter les parents sur le choix du ou de la partenaire. C'est vrai que il ne s'agit pas seulement pour la maman, hein, d'intervenir, c'est pas seulement la maman qui compte pour moi. C'est, je dis les parents, même papa a son mot à dire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque on est en amitié, vous savez, traditionnellement, c'est comme ça que ça se passait, et où la fille vit encore avec les parents et l'ami, en question, après donc, un certain pas de sa famille est autorisé donc dans la famille où il veut déposer ses valises, et ça permet donc aux parents donc de la conjointe ou du conjoint de voir quels sont ses comportements, de voir quelles sont ses fréquentations, ses réactions, ses façons donc de parler, d'agir, etc. Et donc, avec l'expérience des parents, ça permet donc d'orienter mieux les enfants vers le choix qui est fait. Parce que l'amour, ne le cachons pas, et je crois que personne n'est étranger à ça ici, l'amour est aveugle. Quand nous faisons nos choix, nous ne le faisons pas de façon raisonnée. Nous faisons nos choix selon le sentiment, selon c'est la subjectivité totale. On refuse d'écouter les parents même, puisque l'amour s'est installé. C'est ça. Et ça, c'est un piège. C'est un piège à éviter. Et de plus en plus, vous constatez que lorsque les jeunes s'unissent aujourd'hui, quelque temps après, ils se voient obligés donc, pour des questions d'incommodité, de mœurs, ils sont obligés donc chacun de reprendre son chemin. Alors que lorsque vous allez dans un mariage, dans un premier mariage, que vous échouez,
Non, mais c'est ce mauvais premier pas-là vous suit pratiquement pour la vie. Et donc, je crois que l'avis des parents compte en termes de conseils, en termes d'expérience, pour nous éclairer davantage donc, dans le choix lorsque il s'agit donc, il ne s'agit pas de choisir une copine, il s'agit donc de choisir sa femme ou son mari pour la vie. Voilà. Voilà. Et Gaspard Diamossi, parfois, les jeunes, hein, où on a l'habitude de mettre de côté, je le disais tantôt tout à l'heure, de rejeter catégoriquement l'avis des parents. Non, il n'est pas question de rejeter catégoriquement, mais il faut pas aussi penser que la jeunesse est bête ou brute. Vous savez, quand vous aimez, on a déjà entendu que l'amour est aveugle, mais de plus en plus aujourd'hui, l'amour, ça porte des loupes, hein, ça porte des verres. Et ça on n'aime pas aujourd'hui comme on aimait avant. Ce n'est pas que physique, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est d'abord le partenaire ou la partenaire qui regarde celui ou celle qu'il a choisi, qui regarde ses qualités et autres. C'est lui qui veut vivre avec la personne. Donc, c'est pas le parent, la maman ou le papa qui, au premier coup d'œil, te dira ah non. Parce que lui, ce qu'il dira d'abord, c'est bon, quel est son nom de famille ou bien il vient d'où? Ah, c'est Ouida. Non, les gens de Ouida sont mauvais. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de raisonner. Ou bien le style vestimentaire aussi. Bon, oui. Bon, qui avant dénotait un peu de ce qu'est un individu. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est plus déterminant. Moi, je vois des gens avec, moi, personnellement, c'est un style que je n'aime pas, mais je vois des garçons avec des tresses, avec des choses qui, à première vue, ne sont pas sérieux, mais qui sont de grandes personnalités, qui sont des gens assez sérieux. Et donc, moi, en tant que parent, par exemple, parce que je dois conseiller ma fille ou un de mes enfants, si je vois un homme avec des tresses qui rentre chez moi, a priori, moi, ça va me repousser et je vais lui dire, il n'est pas sérieux. Moi, c'est ça, alors que ça, je peux me tromper. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que la vie, là, peut être pris. Mais ça ne doit pas être ce qui va déterminer fondamentalement la relation. C'est celui qui est dans la relation, qui vit ça au quotidien, qui connaît un peu les qualités et les défauts de son ou sa partenaire, qui va déterminer réellement s'il faut aller loin ou pas. Mais c'est vrai, quand le parent dit, il faut essayer d'accommoder, de voir. Est-ce que les enfants, je viens à ce que les jeunes font aujourd'hui, la fille constate qu'elle est enceinte. C'est en ce moment, elle présente le monsieur aux parents. Oui, non, c'est des déviations. C'est des déviances. Non, oui. Parce que, oui, l'idéal, c'est que les choses se construisent et que ça vienne après. Mais quand c'est, oui, voilà. Mais quand on met ça là devant, là, le mariage devient, plus besoin, oui, ce que nous disons là, même la vie ne compte plus, parce que ça devient une corde au cou. Donc, voilà. Ça s'impose. Ah oui, Achille Osso. Oui, mais moi, je pense que la qualité, la personnalité se trouve aussi dans l'apparence. J'ai entendu, Gaspard dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un va rentrer chez lui avec une tresse sur la tête, il risque de le renvoyer. Je crois que cette première apparence devrait vraiment compter. C'est vrai que c'est aussi dans une série que j'ai vu ce que je m'avais compté, mais c'est dans une série africaine. Et ce n'est pas pour rien que ça a été peut-être mis dans dans cet épisode-là pour servir de leçon. Oh, une fille qui présente, elle est allée vraiment présenter un ami à son papa, mais l'ami, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard, avait des cheveux sur la tête, comme les parents de Bob Marley, comment son pays s'appelle? Jamaïcain. Comme un Jamaïcain. Et ce n'est pas fini. Le parent l'a installé. Le temps pour la fille, puisque le parent lui a demandé d'aller lui prendre de l'eau, comme cela se fait chez nous. Le temps pour la fille, donc, d'aller prendre de l'eau pour revenir. Il a déjà sorti une cigarette. Et il envoyait la fumée dans les yeux donc de son beau-père, qui n'a pas hésité à appeler sa fille et à lui dit donc de prendre son collier de sortir de chez lui. Donc c'est pourquoi je dis l'apparence compte. Ce n'est pas parce que il est artiste, ce n'est pas parce qu'il est dans un certain monde qui le nourrit que déjà chez les beaux-parents il va présenter des comportements peu recommandable. Donc, je crois que il est important de faire suivre le choix de son conjoint, de sa conjointe avec les parents. Il faut avoir un conseiller. L'amour n'est pas aveugle aujourd'hui, oui. Je ne dis pas que les jeunes sont bêtes, mais il s'agit donc d'aller rechercher
la beauté de l'âme. C'est ça. Avant, quand la petite amie vient visiter son petit ami, c'est quoi? La belle-mère est peut-être en train donc de faire un travail domestique. Elle se presse à aller lui prêter main forte. Ce n'est pas donc pour demander à la belle-mère. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on recherche? On recherche de l'argent, la beauté donc économique ou financière donc du partenaire ou de la conjointe. Je ne sais pas. On choisit une fille aujourd'hui parce qu'elle travaille. Et on pense qu'on peut s'agripper à elle. On choisit un homme parce que ses parents, parce qu'il est héritier. Et donc, vous voyez, il faut aller rechercher la beauté de l'âme. Et c'est ça qui garantit, et qu'on appelle la durée de la relation. L'amour est décédé, ça ne reste que son nom. Non, on va le ressusciter. D'accord. Nous poursuivons cette émission. Gaspard Adjamansi, le procès d'Henri Ivo reprend et tient le public en haleine à travers plusieurs révélations. Oui. Moi, je ne sais pas pourquoi le procès a repris. Parce qu'il y avait eu un procès en mais il y a des gens qui sont toujours en prison. Oui, il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont apparemment pas été condamnés. Voilà, oui, mais c'est la faute à qui? Moi, je ne sais pas. Maintenant, le procès a repris, oui, et on va de révélation en révélation, on tombe même des nues, et des noms sont cités. Ça nous a permis quand même de revoir Bella Nani d'avant. C'est vrai qu'il a quitté les radars il y a longtemps. Le commandant Laourou, l'ex-chef service de renseignement Souya Ebouli. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées au cours de ce procès. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est est-ce que tout cela permettra de retrouver Danivo ou de le ressusciter s'il était mort? Est-ce que cela permettra de régler? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on s'enfonce davantage je ne dirais pas dans la recherche de la vérité, mais dans la confusion. Qui a tué Danivo, on a dit que c'est un charlatan, on a donné des explications, on a dit des choses. Mais aujourd'hui, avec le développement, on a comme tendance à comprendre que le charlatan, il dit qu'il n'a rien à y voir et que c'est comme si c'est des acteurs politiques qui ont commandité l'assassinat et qui lui ont demandé de l'endosser. Donc, je crois que c'est de confusion en confusion que nous sommes en train d'aller dans ce dossier. Je ne sais pas pourquoi c'est revenu aussi foudroyant au devant de l'actualité politique. Mon souhait, c'est qu'à l'issue de ce procès et à justice, je crois que le magistrat qui conduit le dossier a prolongé un peu le délai pour que le verdict soit rendu parce qu'il veut faire quelques enquêtes par rapport à des déclarations données. Il a rappelé d'ailleurs quelques autres personnalités comme témoins. J'espère qu'au bout de ce procès-là, vraiment, on saura ce qui s'est réellement passé. Et tout au moins, on permettra à la famille du disparu de faire totalement le deuil de cette affaire-là et de savoir que c'est une affaire. Parce que c'est une souffrance qu'on fait endurer à la famille. Rien qu'à l'évocation du nom d'Anivo, je crois que on a du frisson parce que quelqu'un qui disparaît, un cadre du ministère des Éphémérides qui disparaît de cette façon-là et on peine à vraiment savoir ce qui s'est réellement passé. Je crois que c'est affligeant pour tout le monde. C'est affligeant pour tout le monde, Achille Oussou. C'est surtout affligeant pour la famille. Et moi, je pense que si le dossier est revenu, c'est peut-être dans l'intérêt d'abord de la famille. Dans l'intérêt de la famille, parce que il faut soulager les enfants. Il faut soulager les parents qui n'ont jamais eu de cesse à demander que lumière soit faite sur cette affaire-là, parce que on ne peut pas comprendre, selon les premières déclarations depuis 2014 ou 2012 que cette affaire a commencé. 2015, 2014, voilà, 2010, depuis 2010 que cette affaire a commencé, que il a quitté le 17 août 2010. Voilà, il a quitté le bureau pour aller pour faire un tour chez sa femme, et de chez sa femme, il dit à sa femme qu'il a été appelé au palais. Donc c'est ce que la femme dit, qu'il a été appelé au palais par le président de la République et qu'il se rende à la présidence et qu'il n'en ressorte plus jamais. Je crois que ce n'est même pas bien pour la République. Ce n'est pas bon pour l'image donc de notre pays et il est important que vraiment ce dossier-là soit vidé. Je crois. Doit être inquiété, non, mais je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un devait être inquiété? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que lorsque tu ne touches pas le bidon d'huile rouge, tu ne peux pas
tu ne peux pas craindre d'être entaché. Et donc, par rapport à ça, je crois que chacun doit se donner une conscience nette dans cette affaire-là et que on doit laisser la justice faire son travail. Moi, je ne voudrais pas voir l'affaire et l'aspect politique de l'affaire. Je voudrais surtout voir l'aspect pénal, parce que l'aspect juridique de la situation, parce que je crois que ce n'est pas possible que un dossier pareil, une situation pareille dépasse tout un État. Depuis 2010, on est là à tourner en rond. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Et là, le procureur a été obligé de proroger encore le délai, donc du procès, parce que de révélation en révélation, on ne sait pas vraiment là où. Ouais. Mais ce qui est important, c'est que les langues se sont déliées. Et on entend beaucoup de choses, ce qu'on n'avait pas entendu, on entend beaucoup de choses maintenant. Des noms ont été cités, ont été appelés, et donc même ceux qui sont à l'extérieur sont rappelés, ils sont descendus pour dire leur part de vérité dans cette affaire-là. Dans cette affaire, on n'avait pas, alors que c'est vrai que sur le terrain politique, on entendait les grands acteurs politiques et soupçonner donc que c'est le régime de feu, mais à aucun moment, lorsque le procès se déroulait, ces responsables n'avaient pas été entendus. Aujourd'hui, avec le recul, je crois que beaucoup sont appelés et même donc jusqu'au palais, on a entendu des gens. Je crois que chacun donnera sa part de vérité et la justice fera son travail et va permettre donc au peuple béninois d'oublier vraiment définitivement l'affaire d'Anivor, parce que vraiment, si ça peut se passer comme ça veut dire que personne n'est à l'abri du risque, parce qu'on peut nous appeler aussi au palais ou dans une institution, quand même. Si on vous appelle. Non, en allant, je serai obligé de vous dire de venir avec moi. Je suis un policier. Merci à Gaspard Diamossi. Aujourd'hui, certains disent que Boni Yahi doit être inquiété. Moi, je n'en sais rien. Puisqu'au moment des faits, c'était le numéro 1 du pays. Oui, le numéro 1 du pays. Moi, j'ai fait l'effort de suivre un peu le procès. Bon, c'est vrai que par moment, son nom est cité, mais bon, ça va être difficile. Très difficile. Parce que jusque-là même, je n'ai jamais entendu que le président Boni Yahi a donné instruction directement à quelqu'un. On dit, quelqu'un m'a appelé du palais, quelqu'un de la garde républicaine, dont on ne connaît même pas le nom, dont on n'a même pas demandé le nom, et dit que c'est au nom du chef de l'État, et on agit sans en savoir. On dit, et le commandant du service de renseignement a dit que c'est le chef de l'État, il a fait faire des choses, on a dit. Et jusque-là, personne n'est en mesure de dire, oui, le président Boni Yahi, l'ancien président, m'a donné des instructions pour tel ou tel. Donc, je pense que ça va être compliqué d'établir sa responsabilité. C'est pour ça que je m'étonne qu'il y ait un peu d'agitation de son côté, dans son camp, où certains vont trop loin déjà en estimant que c'est lui qu'on veut inquiéter à travers ce procès. Je crois que si, et comme l'a dit Achille, si les gens n'ont rien à se reprocher, que tout le monde se calme. L'essentiel, c'est que la vérité soit établie par rapport à ce procès. Et également, parce qu'il y a aussi des relents, il ne faut pas se le cacher, un peu politique derrière tout ce qui est dit, derrière tout ce qui est fait. Parce qu'il y a eu un procès entre-temps. Si les gens, en ce moment-là, n'ont pas pu dire un certain nombre de choses et que c'est aujourd'hui, et dans le regain de ce procès, qu'il y a d'autres affirmations, d'autres choses qui sont dites, je crois qu'il faut aussi faire un peu attention. Chacun essaie certainement de sauver sa tête. L'essentiel, c'est que on puisse faire en sorte que la vérité puisse éclater. Et que tout au moins, comme je l'ai dit tantôt, qu'on puisse soulager la famille de celle, pour que véritablement, s'il est mort, que son âme repose en paix, parce que jusque-là, ce n'est pas encore établi en tant que tel. Jusque-là, on estime qu'il a disparu, même s'il y a des indices qui font dire aujourd'hui que c'est pas évident qu'on le retrouve, mais s'il est quelque part, qu'au moins que son âme puisse véritablement reposer en paix. Merci à vous, Mas Gaspard Diamossi, Achille Ousso. On poursuit toujours ce numéro de l'émission Les Grandes Contradictions. On passe à un autre sujet. À présent, les anciens présidents Soglo et Yahi Achille Ousso sont attendus à nouveau à Niamey. Pour quel résultat encore? Lorsqu'ils sont allés une première fois, on s'était demandé qui leur avait demandé donc de le faire, mais après analyse, nous avons compris que
chacun pouvait apporter sa contribution à la normalisation donc des relations entre le Niger et le Bénin. Une deuxième fois, nous les avons vus, mais jusque-là, nous attendons de voir quelles sont les retombées donc de cette séance d'échange avec le premier responsable de la junte au pouvoir au Niger. Une troisième fois maintenant, on les attend toujours, on les attend encore, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je me pose toutes les questions, surpris comme tous les Béninois peut-être, d'entendre le président, l'ancien président Nicéphore Soglo dire la dernière fois, donc dans son entretien avec RFI, que il est attendu et qu'il va se faire accompagner par le président Boni Yayi pour aller au Niger. Bon, en tout cas, si cela peut apporter la paix entre le Bénin et le Niger, ce sera tant mieux. Mais il ne faudrait pas que cela soit du tourisme. Je ne sais pas à quel frais ils se déplacent. Est-ce que c'est l'État qui met les moyens à leur disposition pour qu'ils se déplacent sur le Niger? Est-ce que c'est le Niger qui leur envoie le billet pour assurer leur déplacement? Je ne sais pas, mais bon, je crois quand même que si ce n'est pas important, ils peuvent se reposer tranquillement chez eux et vaquer à autre chose. Ah non, c'est votre avis. Bon, Gaspard Diamossi. Non, il parle de paix entre le Bénin. Il n'y a pas la guerre entre le Bénin. Non, il n'y a pas la guerre. Et je crois que l'ancien président Soglo disait en l'occurrence qu'ils ont été rappelés à Niamey, donc qu'il y ait attendu. Ça suppose donc que c'est du côté de Niamey qu'on leur a fait à nouveau appel. Et il faut aussi reconnaître honnêtement que leur première visite a détendu, décrispé quelque peu, et dégelé un peu la tension entre les deux pays. Je crois que quand ils sont arrivés, ils ont rencontré le président Talon et ils lui ont fait part de ce qu'ils ont dit avec son homologue du Niger. Je crois qu'après ça aussi, il y a eu comme un mémorandum de négociation entre les deux pays. Bon, c'est vrai que entre-temps, le président du Niger a encore fait des déclarations dans le sens contraire. Et jusque-là, les frontières, parce que c'est le plus important, ça. La frontière entre les deux pays est demeurée fermée. Espérons que cette fois-ci, ce déplacement-là permettra davantage, surtout dans un contexte où on est allé demander pardon de ce côté-là. Et dans un contexte où je crois que cette semaine également, l'ambassadeur nommé du Niger a reçu officiellement. Non, je parle plutôt de l'ambassadeur du Niger au Bénin, qui a reçu sa lettre. Voilà, donc qui peut véritablement. Le nôtre était déjà en action et a demandé pardon. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensaient qu'il allait être sanctionné. Ça suppose qu'il a peut-être commis une faute, mais que c'est une faute pardonnable et qu'on lui demande d'avancer davantage. Sans bruit, hein. Oui, je vous avais dit la dernière fois que c'était quand même quelqu'un. Peut-être qu'il a... Apparemment, c'est lui qui réussit dans le pays de l'AES, on dirait. Bon, il fait peut-être des efforts qui ont été reconnus pour que les choses aillent de l'avant. Parce que je suppose que si on lui permet encore, si on lui permet, contrairement à ce qui a été dit, de continuer par ailleurs dans un autre pays, ça suppose que ce qu'il fait est apprécié. Il est efficace. Non, efficace, d'autant que les frontières ne sont pas encore donc on ne peut pas dire qu'il est efficace, mais peut-être qu'il est en train de poser des pas qui ont plu au chef de l'État qui a jugé utile de lui permettre encore d'agir du côté du Niger. Peut-être que bientôt, il aura le Mali aussi dans... Pour boucler la D'accord, Achille Oussou. Ah ben, ce serait... Ajouter quelque chose par rapport à cette actualité. Non, ben bon, ce que je dis, ce que je compte dire, c'est que Gaspard m'a rejoint enfin. Quand je disais qu'il n'y a pas de retombées encore par rapport aux déplacements successifs d'anciens présidents sur le Niger, la retombée que nous attendons le plus, c'est l'ouverture donc de la frontière entre le Bénin et le Niger. C'est la chose la plus importante. Il faut que les populations de part et d'autre vaquent aussi facilement à leurs occupations, que on se déplace facilement de part et d'autre. Vous savez, qu'on le veuille ou non, le port du Bénin est le port naturel du Niger. Et donc, je crois que dans cette affaire-là, le Niger aussi ne peut pas dire qu'il n'est pas en train de perdre. Je ne sais pas si ce tour qui consiste donc à
à emprunter le port du Togo, à aller prendre part le Burkina pour atterrir au Niger, si ça ne fait pas souffrir les populations, si le risque n'est pas trop gros avec donc le djihadisme qui a encerclé tous nos pays. Alors donc, je crois que ce déplacement, ce que nous attendons, bon, heureusement que c'est le Niger qui a appelé maintenant, qui a rappelé les anciens présidents. Je crois que le président Tiani et son gouvernement, avec ses conseillers certainement, vont mettre du bémol dans leur façon donc de voir la situation et donc et permettre donc que nous retrouvions vraiment la paix. Non, il n'y a pas la guerre, mais ce n'est pas aussi facile parce que il y a quand même tension. Il y a quand même tension. La loi sur la chefferie traditionnelle adoptée par les députés, 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières désormais reconnues à Chioussou. Ah, je crois que, comme dans une petite analyse que j'ai faite ce matin, j'ai dit que il y a deux choses qui retiennent fondamentalement mon attention en termes donc de réforme sous le régime du président Patrice Talon. C'est d'abord la création des 12 départements que tous les présidents pratiquement avaient fui. Et cette affaire donc de réorganisation de la chefferie traditionnelle dans notre pays, qu'on le veuille ou non, c'est un courage. Et il faut le lui reconnaître. Et j'ai aimé la façon dont les choses ont été faites parce que jusque-là, les chefs traditionnels, des rois, aux sous-rois, aux chefs de chefferie, je voudrais dire, on a constaté une discipline. Ce n'est pas comme sur le plan politique où ça s'agite, on crie, on dit, mais voilà, chacun veut sauvegarder ses intérêts. Alors donc la loi a été votée et la loi a été votée sur la base donc de ce qui se fait était donc l'organisation traditionnelle de notre pays avant la colonisation. Et je crois que désormais les choses sont claires. On sait qui est qui, on sait qui fait quoi, on sait qui est roi, on sait qui est chef traditionnel, on sait qu'est-ce qui est royaume, qu'est-ce qui est chefferie dans notre pays. Et on ne peut plus, au détour donc d'un petit pouvoir qu'on est allé trouver quelque part, se dit désormais qu'on est roi. Et on s'achète un véhicule. Et puis bon. Roi de quoi tu vas te retrouver à Misrete désormais. Donc je crois que c'est bon, mais j'attends quand même de voir quelle est avant l'application, j'attends de voir quelle est l'appréciation que les bénéficiaires feront de la chose et quelle sera l'application vraiment sur le terrain. Mas Gaspard Diamansi, c'est pour vous faire rire un peu. Il y a un roi qui a déjà, son nom n'est pas sur la liste. Il a déjà mis en vente son palais royal. Et il veut vendre le palais royal à 150 millions. Ah, d'accord. C'est pas pour installer un roi. Parce qu'un roi ne va pas quitter son royaume pour aller s'installer là où lui. J'avoue que il a vraiment investi. Non, je sais. Il veut vendre le palais. Je sais de quoi vous parlez. Ouais. Attendez-vous dans les jours à venir. Des réactions sur les réseaux. Il est né dans les chefferies. Les chefferies. Et coutumiers. Mais c'est quoi? Il peut continuer d'habiter son royaume. Son palais. Non, je vois. Son palais. En tant que. Il va vendre les idées. Bon. C'est quoi, il va vendre les épouses? J'ai que c'est son ami. Il va vendre les épouses. Non, c'est une question. Écoutez, vous savez, effectivement, c'est un mérite. Il faut le reconnaître. A fait fort, hein. Oui, bon. Et tous ceux qui l'accompagnent, parce qu'il n'est pas forcément seul à. Ah oui, mais l'Assemblée aussi a fait. Je crois que c'est une réforme voulue par lui d'abord. Et je crois qu'il a mené à bout de bras. Et je pense que si les gens n'avaient pas été assez courageux, assez fermes, hier, j'étais dans le doute, je me disais que ça n'allait pas. Parce que
Mais jusqu'à pareil, les travaux n'avaient pas démarré encore à l'Assemblée nationale. Mais je n'ai pas vu la ça commission, sur la liste, hein, ou bien non, ça va être sur la liste. Non, ça va. Et donc, la commission des lois a été obligée d'être appelée pour les travaux hier, et donc, les choses ont pris du temps. Mais l'accouchement a été quand même effectué. Je crois que il faut se réjouir qu'aujourd'hui disparaissent les roitelets, les rois autoproclamés sans royaume, et les malfrats et autres qui s'érigent. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes condamné, même si dans votre ligne vous devez être roi, vous ne pouvez plus l'être. Et si vous l'êtes, on peut vous déchoir de votre tour. Donc aujourd'hui, ce ne serait plus un refuge pour des hors-la-loi, pour dire je suis roi je ne suis pas roi de telle chose. Aujourd'hui, c'est 16 royaumes. Je crois que si vous lisez bien, vous allez constater que c'est les royaumes historiquement reconnus. Je crois qu'il y a eu un travail intellectuel, politique et autres qui a été effectué avant qu'on aboutisse à ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pression, ça, je ne vais pas vous mentir. La preuve, il y a cette dernière semaine, vous allez voir que le président de l'Assemblée nationale ne fait que recevoir si c'est pas Sahoué, c'est Adjawere, le roi de tel endroit. Mais les gens sont arrivés, je crois, à couper la part en deux. Parce qu'aujourd'hui, en termes de royaume au Bénin, c'est 16, pas plus. Et chefferie supérieure, je crois que c'est un peu des créations pour contenter un peu. Et initialement, au niveau de la commission des lois, ils étaient à 40. Je crois qu'ils ont poussé le bouchon jusqu'à aller à 80 finalement. Je crois que c'est toujours dans l'intention. Et vos amis là, ils sont dedans? De satisfaire. Vos amis, ils sont dedans? Attendez. De satisfaire plus ou moins. Quelle année tu lui as prévu? Au niveau des chefferies supérieures, ça, chefferie coutumière, c'est 10, pas plus. Je crois que c'est un problème qui est, légalement aujourd'hui, on sait qui est qui et qui peut faire quoi. Quand vous prenez, par exemple, quand vous prenez la vallée, il n'y a rien. Il y a chefferie supérieure à Tambo, c'est terminé. Mais et le roi Signon, par exemple? Bon, il faut oser le dire, puisqu'on le connaît. Non, mais ça n'existe pas. Non, il est classé. On peut peut-être continuer à l'appeler roi, mais il n'est plus il n'est pas on donc ne peut plus dire roi Signon, le roi de la vallée. Bon, je crois, non, mais je crois qu'on peut encore le dire, parce que chez nous. Le roi central de la vallée, ça, c'est fini, ça. Ah bon? C'est fini. Mais on dira quoi maintenant? Attendons. Non, on va pas focaliser l'analyse sur... Pas forcément voilà. à Djoum. Non, quand on prend la vallée, tout entière, est-ce qu'on a un roi? Il y a chefferie supérieure et c'est à Dangbo. Voilà, oui, Dangbo. Ça, c'est clair. Il y a chefferie supérieure et c'est à Dangbo. Oui, c'est terminé. C'est le cas, ça. Donc, en fait, la liste est là et ça circule d'ailleurs partout déjà sur les réseaux sociaux. Oui, je vous dis, les gens ont tellement fait pression, mais historiquement, les gens, on a demandé aux gens de documenter l'existence de leur royaume. Et il y a des historiens qui ont travaillé, il y a des gens. Si vous le permettez, et tout ce qui est au Boni aujourd'hui. Est-ce que ça se retrouve Non. Les gens, il y a des confréries. Je crois que c'est ce que je voulais dire. Les histoires au Bonnet, au Nouveau. Oui, non. Ça, c'est des confréries. Se retrouve où? C'est à quel niveau dans le En tout cas, c'est pas géré. C'est pas géré. Non. Pour l'instant. Je crois que le temps nous permettra de situer chacun par rapport à tout. Mais là, il faut que les exécutifs communiquent sérieusement ou bien l'association de... Non, mais attendez. Au Boni, je crois que le premier responsable de Boni ne sait pas. C'est au Nigeria même. Non. Son premier responsable ici au Bénin, le grand frère de mon il ne sait. Je crois, Est-ce lui, c'est lui le patron. Il est mondial. Donc, il est même mondial, il dépasse même celui qui est au Nigeria. Il faut pas rentrer. Non, mais, en fait, ce que je voudrais, au Bonnet, c'est pas Savé. Au Bonnet, c'est tout le Bénin. Et quand vous dites, il y a plusieurs rois au Bonnet au Bénin. Plusieurs, des gens se disent roi au Bonnet du Bénin. Est-ce que c'est un royaume, ou bien est-ce que c'est une confrérie? C'est pour ça que je vous dis, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs rois qui se disputent. Non, mais ce n'est pas religieux? Non, c'est les confréries. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas conseil. Mais est-ce que désormais on pourra les appeler rois? C'est un débat. Est-ce qu'on pourra les appeler rois? Non, mais si c'est fini, si c'est tranché. Comment peut être roi sans royaume? Non, c'est pas possible. Donc, je crois que un travail va se faire. C'est la mise en œuvre. Nous allons attendre la mise en œuvre de la loi pour voir ce qui adviendra. Vous ne craignez pas la démolition de ces palais royaux non reconnus dans les jours à venir comme les centres de santé? Non, mais ça peut servir à autre chose. Non, on verra bien. Vous savez,
Et quand vous prenez le royaume, il y a souvent autour des royaumes, en réalité, c'est ça, ce que nous voyons là. Oui, il y a les chefs de culte et autres là, c'est eux qui, c'est eux qui s'érigent aussi en roi, qui disent, qui sont tout ça. Donc, je crois que l'organisation, quand vous prenez par exemple Porte-Novo aujourd'hui, il y a le roi de Hobun, c'est l'appellation dans la loi. C'est terminé. Le roi de Hobun. C'est terminé. Non, roi de Porte-Novo. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, rien qu'à partir de cette appellation-là, et c'est pour ça, c'est ce que moi j'attends d'observer. Même quand vous prenez le roi de Hobun là, il y a au moins deux. Il y a au moins deux. Il y a le roi Alajaché, il y a le roi de Aoussa, toujours dans le même Porte-Novo. Donc aujourd'hui, quel sera le seul roi reconnu au niveau de Hobun? On verra bien. Donc le débat est ouvert, on verra bien. Il faut faire notre travail à ce niveau. Voilà. Non, peut-être. Bon, moi, je n'ai pas encore lu l'entièreté de la loi. Il faut lire la loi. Voilà, la loi, pour savoir. Définir les critères de dévolution de pouvoir et autres là. Et je crois que tout est clair dans cela. Non, mais écoutez, nous ne voilons pas la face. Ce qu'on nous apprenait à l'école, quand c'est vrai que Porte-Novo n'était pas un no man's land, quand, comment elle s'appelle, Théagbani et ses descendants sont venus s'installer à Porte-Novo, mais dans le même temps, il n'y avait pas un royaume reconnu avant l'arrivée de ceux-là qui ont installé le roi de Hobun. Donc, je crois que si nous devons être sérieux envers nous-mêmes, c'est ce qu'on nous apprenait. On n'a jamais dit qu'à Porte-Novo, il y a deux royaumes. L'existence du royaume ne pose pas problème. Mais c'est au niveau des dynasties qui doivent se succéder. Non, c'est ça, c'est la succession. Oui, c'est ça. C'est au niveau des dynasties qui doivent se succéder autour. C'est là où il y a le problème. Quand vous prenez Abomey, il n'y a pas un roi. Quand vous prenez Porte-Novo, il n'y a pas un. Donc, c'est au niveau des dynasties. Le problème doit se régler. Mais il y a une organisation à Abomey. À Abomey, il y a une organisation. C'est vrai que les familles qui sont en fait reconnues dans la succession au trône et qui ont déjà occupé le poste une fois, il y a toujours un roi qui occupe le trône dans leur maison. Mais ça n'empêche pas que ça n'a pas empêché qu'on ait le en dessus, il y a quand même quelqu'un qui coiffe tout et à qui on doit allégeance. Je crois que c'est peut-être ce qui va se faire aussi à Porte-Novo, seulement que la succession ici à Porte-Novo ne se fait pas de la même manière qu'à Abomey. C'est peut-être là où le problème se pose, bon, mais il faut faire un travail à régler tous ces difficultés. Mais on est en train de mettre fin à une pagaille. Maintenant, il y a les associations de rois où les gens sont secrétaires généraux, présidents, alors qu'ils n'ont pas de royaume. Je crois que tout ça là, ça fait partie des choses. Non, on dirait qu'il y a eu 2 hémicycles, il y a le travail hier. Le royaume de Tchad ou de Sabé existe. Parce que c'est un coup de coup. Surtout non, mais c'est maintenant que j'ai compris qu'il y a même un royaume à Sakété. À Sakété. Ah, oui, bon, non, mais ça c'est bon. Non, mais c'est pourquoi je vois maintenant. Je vois pourquoi tu es têtu. Non. Non, c'est vrai qu'on a beaucoup d'amis. Roi sans royaume. Bon, c'est pas sérieux. Ne sont pas en train de se moquer. Non, pourquoi? Non. C'est vrai que ça fait un peu rire, mais nous sommes sérieux. C'est douloureux quand même. Nous sommes sérieux, non. Non, mais il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive parce que sinon, ça, on entend qu'il faut tel non, c'est les politiques. En fait, c'est les politiques qui nous ont amenés là où nous sommes. Et c'est en cela que hier, la position des démocrates m'a paru floue. Parce que dans une réforme de cette envergure, on ne peut pas évoquer des questions du genre, on crée plus de problèmes qu'on en règle et refuser de voter pareille chose. Parce que moi, j'ai compris. Vous savez, nous sommes dans une période où il faut surfer un peu sur les mécontentements et pouvoir se rendre populaire. Mais je ne pense pas qu'avec ce dossier-là, on peut faire autre chose. Je vous ai toujours dit qu'ils n'ont jamais été préoccupés par l'intérêt supérieur. Non, mais c'est pas parce qu'on est en politique. Il y a quand même des choses, il y a des problèmes qui nous sont communs. Il y a des problèmes qui nous sont communs, il faut avoir le courage de le leur dire. Désormais, ils sont devenus même des avocats ou des magistrats et ils tentent des procès partout, à tout le monde. Ils veulent condamner les gens, ils veulent intimider les gens. Non, mais écoutez, je crois que quand on est démocrate, la première des choses dont on doit faire montre, c'est d'accepter la contradiction, c'est de laisser, qu'on appelle, la liberté d'expression aux gens.
C'est d'abord ça, là. Non, ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher quelqu'un d'exprimer. Mais ce qui est sûr, il faut leur dire qu'il y a des problèmes qui nous sont communs et sur lesquels nous devons ensemble prendre notre courage à deux mains. Et moi, je ne voudrais pas le dire pour qu'on ne me tâche pas donc de anti-ceci ou anti-cela ou d'amis de ceux-ci ou de ceux-là. Mais hier, non, je ne l'ai pas dit, c'est Gaspard qui m'a... Non, sauf à vous dire que eux, ils ont eu au moins l'honnêteté d'aller dans ce sens-là que nous avons vu hier en disant non, que ça créera. Mais il y a beaucoup de sous-marins, il y a beaucoup qui menaçaient, beaucoup, je parle de la mouvance qui disait ça ne peut pas passer parce que dans ma région, on n'a pas mis tel roi dedans, ça ne nous aide pas, ça ne passera pas. Mais comme eux, ils reçoivent des instructions et ils s'exécutent. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc, voilà, c'est aussi ça. Il faut pas penser que tous ceux qui ont voté pour là, ils étaient d'accord, mais comme ils ne s'appartiennent pas, ils ont voté. Ils sont allés dans le sens. L'essentiel, c'est le vote. Voilà, on me fait signe de l'autre côté, même si la réalisatrice, elle est un peu distraite. Voilà. Par le débat. Par le débat, voilà. Gaspard Diamossi, votre qui monte? Ah, ou bien elle attendait à voir aussi au royaume chefferie. J'ai envie de... peut-être... Bon, je n'ai pas envie d'attribuer la paternité de la loi au président Talon. Je vais dire les députés, parce qu'ils ont fait œuvre utile, n'est-ce pas, en nous dotant de cette loi qui règle quelque peu le problème de la pagaille qu'il y avait au niveau de la royauté et des chefferies dans notre pays. Donc, pour moi, c'est les députés. Les députés. L'ensemble des députés. Maintenant, pour qui descend, je vais dissocier les démocrates parce que là, ils ont ramé à contre-courant. J'ai envie de les sortir de l'eau, de l'ensemble des députés. Non, parce que un vote, quand il y a un vote, on dit l'Assemblée nationale il faut en mathématiques. Vous comprenez que c'est les démocrates qui descendent et puis c'est... Voilà, merci, Achille Osso. Qui monte, vous? Qui monte? Mais qui monte, je voudrais dire, d'abord les têtes couronnées pour cette discipline que nous avons, même s'ils ont fait, ils ont fait des couloirs et autres, et le gouvernement pour avoir pris l'initiative de cette loi et l'Assemblée pour l'avoir votée. Mais moi, je ne voudrais pas dissocier de l'ensemble. Moi, je voudrais plutôt féliciter ceux qui ont voté, ceux qui ont le courage de voter. Oui. Et donc, ceux qui descendent, c'est ceux qui, à l'Assemblée nationale, pour des calculs politiques, n'ont pas pris leur courage à deux mains pour voter cette loi-là. Je nomme donc l'opposition à l'Assemblée nationale, les démocrates. C'est terminé. C'est fini. Voilà. Merci donc à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Sur la caméra ce vendredi, Latifat Korenou, à la régie de l'autre côté, Patrice Ayonton et Alphonse Botton, sans oublier David Yema. Sur le plateau, ah oui, notre Pépé Maison, Gaspard Diamossi et Achille Ossou, moi Pépé et voilà, Shamsdine Badaro. On était dans vos maisons et à vendredi prochain. Merci. Les grandes contradictions, une émission de décryptage. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.